Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Cela dépendra de votre situation géographique. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre émission littéraire La Saga des mots. La Saga des mots est une émission littéraire culturelle qui donne la parole aux écrivains et aux hommes de culture maliens afin qu'ils puissent parler de leur production artistique au grand public. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'inviter un jeune passionné de la littérature, disons de la lecture, qui ne peut vous dire, ou du moins vous raconter ce qui lui a été transmis et ce qu'il a appris. Il s'appelle tout simplement Monsieur Mahamadou Issa, Monsieur Mahamadou Issa Samaké. Alors, sans plus tarder, nous allons parler avec lui de la littérature en général et d'un groupe, disons, d'un groupe WhatsApp intitulé, disons, dénommé Blon, disons, Calamblon, disons, voilà, merci. Calamblon, un groupe WhatsApp qui a été créé par lui-même, dont il est l'initiateur. Monsieur Samaké, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Encore une fois de plus. Plaisir. Bonsoir. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but de notre émission. Monsieur Samaké, alors, donc, veuillez vous présenter à nos followers qui nous suivent actuellement. Qui est Monsieur Samaké? Merci beaucoup pour la question. Je commencerai bien naturellement par une citation de Napoléon Hill qui dit « Réfléchissez bien avant de parler, car vos mots peuvent planter la sémence soit du succès, soit de l'échec dans l'esprit des autres. » J'espère que tout ce que nous dirons ici ce soir seront si bien réfléchis qu'ils planteront la sémence du succès dans l'esprit de nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à votre directeur général Raskeve, ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs de Actuel Média et le personnel pour le combat noble qui est le vôtre de promouvoir les jeunes talents, les jeunes talentueux, les jeunes entrepreneurs, les jeunes rappeurs, les jeunes écrivains et également pour votre contribution dans l'enrichissement du débat politique et aussi pour tout ce que vous fournissez comme information sur l'actualité du pays. C'est un combat noble qui doit être remercié et encouragé. Je vous remercie et je vous encourage. Merci beaucoup. Qui est Mahamadou Issa Samaké? Je suis simplement un jeune enseignant privé, également initiateur du groupe WhatsApp Calamblon. Oui. Et également, je suis membre du club des lecteurs de l'Institut français. En termes de diplôme, comme les gens aiment le connaître, je suis licencié en marketing, autrement dit technique de commercialisation obtenue à l'IG, et également détenteur d'une licence en finance comptabilité décrochée tout récemment à l'Institut privé Smart. C'est un peu ce que je suis. Évidemment, je suis un passionné de la lecture, donc raison pour laquelle je suis membre du club des lecteurs de l'Institut français. Également initiateur d'un tout nouveau club de lecture au sein de l'Institut privé Smart. J'espère que nous allons en parler justement. Voilà. Alors, d'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de son petit, disons, d'un grand travail que vous avez abattu auprès de vos camarades. Il s'agit tout simplement d'un brochure ou d'un petit truc, d'un petit papier que vous avez commencé à écrire. Il s'agit de 100 expressions et citations du jour qui a vu le jour quand déjà? Tout récemment, le 1er octobre. Le 1er octobre. Mais l'initiative, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, j'anime un groupe WhatsApp par ces citations et expressions du jour. Mais l'idée de créer ce groupe-là m'est venue par le fait que actuellement, il faut que nous essayons de profiter des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des moyens de communication, mais nous devons communiquer quoi et avec qui. C'est cette principale question que nous devons nous poser tous les jours. Nous devons évidemment communiquer des messages importants et aussi avec des personnes importantes. Maintenant, nous avons des grands intellectuels, des écrivains, des enseignants, des grandes personnalités qui sont géants, qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas créer un réseau à travers lequel on peut échanger avec eux, à travers lequel ils peuvent partager leurs connaissances avec nous? C'est répondant à cette question qu'il m'est venu l'idée de créer un groupe dénommé Calamblon. Calamblon, comme son nom indique, c'est qu'on peut dire les vestibules de la connaissance, sinon de l'apprentissage. Calamblon, sur lesquels se trouvent des promoteurs d'école, des enseignants, des étudiants et aussi des élèves, bien évidemment, parce que c'est eux qui sont les apprenants et
important qu'il soit sur le groupe. Le groupe est animé par des livres en PDF que les uns et les autres partagent avec leurs camarades membres du groupe. Le groupe est animé par des fichiers PDF et aussi des informations importantes, et également par ses citations et expressions du jour. Les réseaux sociaux, nous sommes nombreux à être sur ces réseaux, à utiliser ces réseaux, mais il faut que nous les utilisons à bon escient, il faut que nous essayons d'en tirer profit. Et pour en tirer profit, il faut vraiment partager des choses intéressantes, d'où ces citations et expressions du jour. Alors donc, d'où ces citations et ces expressions du jour. Alors donc, si je comprends bien, en quoi l'utilité de ce document-là peut se résumer en fait? Merci pour la question. Moi-même, je ne m'étais pas rendu compte de l'intérêt que les uns et les autres ont porté à ces citations et expressions du jour. Le 27 avril 2020, je crois, j'ai pris l'initiative d'animer le groupe WhatsApp par des expressions et citations du jour. Dès le début, il y a des gens qui m'ont contacté, des journalistes qui demandaient l'autorisation de publier ces citations dans la colonne de leurs journaux. Également des journalistes qui m'ont proposé aussi de m'envoyer également des citations et des expressions qu'ils connaissent. Il y a également parce que tout juste après Calamblo, je suis membre de plus d'une vingtaine de groupes sur lesquels je partage les mêmes citations. Il y a des gens qui m'ont contacté par-ci par-là, non seulement pour m'encourager et parler vraiment de l'intérêt de ces citations et expressions, parce que les gens généralement n'ont pas trop de temps pour fouiller dans les dictionnaires, essayer de connaître le sens de tel ou tel mot. Les gens n'ont pas le temps pour ça, mais quand ils sont sur les réseaux sociaux et qu'il y a des expressions, ils y prêtent attention, ils lisent, ça met leur connaissance en jour, comme me l'a dit un professeur, ça met leur connaissance en jour. Il y a des gens qui m'ont appelé pour m'encourager vraiment et m'ont dit que ces citations, ces expressions les apprennent beaucoup de choses. Et ces encouragements qui m'ont d'ailleurs poussé à en faire une collection, parce que ces citations-là, c'est chaque jour. Chaque jour, je publie une expression et une citation, d'où les citations et expressions du jour. Donc, je suis au 138e numéro, je crois. Maintenant, ça, c'est les 100 premiers numéros qui ont été collectés, parce que les gens me demandent tout le temps, est-ce que vous avez... Pour ceux qui sont à la première fois de voir ces citations et expressions, ils me demandent, est-ce que vous avez les anciennes publications? Est-ce que vous pouvez me les envoyer? Et du coup, il m'est venu à l'idée d'en faire une brochure, une collection que j'ai publiée sur le groupe WhatsApp en format PDF. C'est vraiment l'encouragement des uns et des autres qui m'ont poussé à continuer et qui m'ont poussé à en faire un document. Alors donc, la publication de vos expressions, de vos citations sur le groupe WhatsApp, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une publication en avance? Ou bien, parce que moi j'aurais préféré que vous en fassiez un ouvrage, que vous le mettez sur le marché pour que les gens puissent avoir accès très facilement à ce bouquin-là. Mais est-ce que le fait de le publier sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, pour que les gens voient, est-ce que ce n'est pas une publication en avance qui enlève la valeur de votre travail? Une publication en avance, on pourrait le dire, mais l'intention au début, ce n'était pas vraiment d'en faire un ouvrage. Ce n'était pas d'éditer un livre sur ces citations et expressions. C'était juste essayer vraiment d'animer d'abord les groupes WhatsApp, et aussi à travers ces groupes, mon groupe, et aussi animer d'autres groupes WhatsApp par les citations et expressions. Maintenant, c'est à travers la demande des uns et des autres. Est-ce que vous avez les anciennes publications? Est-ce que vous avez les anciennes versions? C'est ce qui m'a poussé maintenant à collectionner. Sinon, l'objectif, c'est chaque jour publier une citation et une instruction. Chaque jour publier une citation et une instruction. Maintenant, c'est l'insistance des uns et des autres qui m'a poussé à en faire une brochure. Sinon, le livre n'est pas édité. Juste, je l'ai saisi en format PowerPoint et je l'ai converti en PDF et je l'ai partagé sur les groupes. Demain, monsieur Mahamadou Issa Samake, qui est l'initiateur d'un groupe WhatsApp dénommé Calamblo. Avec lui, nous allons parler de ce groupe-là. Alors, monsieur Samake, oui. Alors donc on continue toujours. Mais est-ce que vous, au sein de votre, au sein de votre réseau sur lequel vous publiez les citations, est-ce que souvent il y a les citations en langue locale que vous publiez très souvent?
Des citations en langue locale. C'est-à-dire en Bamanan, en Songhai, en Peul. Voilà. Ce serait la question me donnerait déjà l'idée d'y songer dans les jours à venir. Sinon, il n'y a pas de citations. En tout cas, il y a des citations des auteurs maliens, des auteurs africains, mais les citations en langue locale, il n'y en a pas. Oui. Il n'y en a pas, je n'y ai pas songé. Ce serait d'ailleurs une occasion peut-être d'y songer. Oui. Et maintenant, quitte à les traduire en français. Absolument. Voilà, je vais y songer, mais il n'y a pas de citations en langue locale. En tout cas, il y a beaucoup de citations d'auteurs maliens, oui. Des citations qui donnent à réfléchir, des citations qui servent des conseils. Peut-être qu'on va en parler, mais il n'y a pas de citations en langue locale. Bien, en tant qu'initiateur du groupe Kalamblo, en tant que également l'initiateur voilà, du document qui se trouve devant nous aujourd'hui, sans expression et citation, j'espère que, comme on le dit très souvent, chaque lecteur a sa vision de la chose, chaque lecteur a sa vision sur un écrit. Vous étant l'initiateur d'un groupe WhatsApp Kalamblo, aujourd'hui, vous êtes devant nous pour nous parler un peu des citations, quelles sont les utilités, qu'est-ce qui nous motive vraiment en longueur de journée, est-ce que ce sont des citations, ainsi de suite. Bien, alors donc on va dire une citation comme ça, que vous allez quand même interpréter, parce que comme je l'ai dit tantôt, chaque lecteur a sa manière d'interpréter une citation, a sa manière d'interpréter une expression. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage comme ça, dans le vide. On va prendre la citation de Sédou Badian Kouyaté, qui est extrait de Sous l'orage, dans lequel, je cite, « N'écris jamais, ne fuis jamais, quel que soit ce que tu auras en face. Un homme ne coupe pas. Quand on doit sa vie à la fuite, on ne vit plus qu'à moitié. On est dominé soit par le souvenir de la peur, soit par la honte. On n'est plus un homme. » Alors, à travers cette citation, qu'est-ce que Sédou Badian Kouyaté veut transmettre? À travers cette citation, je crois que c'est cultiver la bravoure dans les hommes. Quand on dit n'écris jamais, ne fuis jamais, quel que soit ce que tu auras en face. On sait, nos grands-parents, c'était des gens qui étaient courageux, qui étaient braves. Quelle que soit la situation, ils l'affrontaient. Nous avons nos grands-parents qui se sont interposés, qui se sont opposés à la colonisation avec avec parfois des machettes, avec des fusils traditionnels, tandis que les colonisateurs avaient des armements modernes. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas fui, ils ont tenu tête jusqu'à ce qu'ils ont été vaincus, mais ils n'ont pas fui. Donc cette citation, c'est pour montrer aux gens, quelle que soit la situation qu'on a en face, dans la vie quand même, on est appelé à affronter n'importe quelle situation. Mais on ne doit pas se résigner, on ne doit pas abandonner, on doit tenir tête, on ne doit pas fuir. Parce que l'homme, comme il a dit, l'homme qui doit sa vie à la fuite, quand tu fuis, donc, dans ta tête, tu es poursuivi par quelque chose. Et tant que tu fuis, tu as ça en tête, je suis poursuivi par quelque chose, on n'est jamais libre. On n'est jamais libre. Absolument. C'est ce que ça. Non seulement. C'est une citation quand même qui encourage, qui appelle les gens vraiment à la bravoure et surtout à affronter les situations, quelle que soit la rigueur de la situation. D'accord. Alors, vu la lenteur, la motivation des Maliens, plus généralement à la lecture, vu le baisse des niveaux des élèves, des étudiants, parce qu'on le dit à longueur de journée, le Malien n'aime pas lire, c'est vrai. Mais est-ce que ces citations sont, quand même peuvent nous motiver à la lecture? Très bonne question. Ces citations peuvent motiver les gens à la lecture parce que je reçois aussi des messages. Les gens, quand je cite, je fais une citation et que je cite la source, il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver ces livres. Mais est-ce que vous avez ces livres-là en format PDF? Parfois, si j'ai les livres en format PDF, je les renvoie. Et si je n'ai pas les livres en format PDF, je leur indique là où on peut les trouver. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent tout le temps. Est-ce que vous avez tel livre? Est-ce que vous avez tel livre? Si j'ai là en format PDF, je les renvoie. Mais si je ne l'ai pas, je leur indique là où on peut. Généralement, à l'Institut français, on peut avoir des livres. Et
D'ailleurs, j'en profite pour les sensibiliser, pour les informer de l'existence de l'Institut français, parce que c'est un institut au sein duquel il y a un club de lecture qui tient ses rencontres, des rencontres enrichissantes, des rencontres vraiment qui attirent beaucoup. Tous ceux qui y participent pour la première fois font une seconde fois. Et aussi leur faire savoir qu'à l'Institut français, on a une médiathèque au sein de laquelle on peut avoir des livres. Parce que quand les professionnels peuvent s'abonner autant que les étudiants qui partent abonner, l'abonnement est mensuel. Je crois que les prix maximum c'est 5 000 francs pour les professionnels. Les étudiants c'est 3 000 qui partent abonner. Et tu as droit à 2 livres chaque quinzaine. Quand tu prends 2 livres, tu les lis, 15 jours après tu les ramènes. Et pendant 15 jours, si tu n'as pas fini de les lire, tu viens prolonger le délai, tu les ramènes chez toi. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cela. Donc je les informe. Donc quand vous partez à l'Institut français, partez vous abonner. Vous pouvez avoir des livres à lire là-bas. Donc, et l'abonnement c'est mensuel et c'est pas aussi cher. Et c'est grâce à ces citations qu'il me demande les notes du livre et là où on peut les trouver, je les guide. Et aussi, ces citations aussi poussent les gens à relire les livres qu'ils ont déjà lus. Parce que parfois, on peut parcourir un livre sans faire attention à certains passages. Oui. Quand moi je lis un livre, je prends un cahier, j'ai un cahier à côté. Quand il y a des passages intéressants, je les note. Quand il y a des passages intéressants, c'est en fonction de ces passages-là que j'anime. C'est de ces passages-là que j'en fais des citations du jour. Il y a par exemple, les passages de Seydou Badiangote, c'est dans Sous l'orage. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prêtent pas attention. Ils ont lu plusieurs fois les livres, mais ils n'ont pas peut-être prêté attention à cette partie. Justement. Et en voyant ça, que c'est dans les livres Sous l'orage de Seydou Badian, ça peut leur pousser à aller relire les livres. Absolument. Et aussi, quand je suis en train de lire un livre, par exemple, quand je n'ai rien à côté de moi pour noter, je surligne la page. Absolument. Tu surlignes la page et maintenant, même quand il l'envoie aux autres, quand tu vois une partie qui est surlignée, il y prête attention. Donc, ces citations contribuent beaucoup à motiver les jeunes vraiment à lire et surtout à aller à la recherche des livres. Et aussi également à changer la façon de lecture. Parce qu'il y a des gens qui font des lectures rapides. Quand ils leur demandent de faire le résumé du livre, ils ne peuvent pas. Justement. Parce qu'ils ont lu pour lire, sinon ils ont survolé les pages, mais ils n'ont rien retenu. Mais quand quelqu'un qui a lu déjà un livre, quand il fait une citation qui se trouve dans ce livre-là, il dit, et pourtant j'ai lu le livre, mais je n'ai pas vu ça. Ça les pousse à aller lire le livre. Et aussi maintenant, à essayer de prêter une attention particulière aux différents passages. Alors justement, vous venez de le mentionner tout de suite, il y a des lecteurs qui lisent les ouvrages en sautant des pages, en sautant des paragraphes, en sautant des parties. Alors ce n'est pas de la lecture, parce qu'on lit et parce qu'il faut lire, donc on ne va rien comprendre. Alors vous n'êtes pas auteur pour le moment, mais vous êtes un grand lecteur. Alors vous, selon vous, quelles sont les causes du délaissement du peuple malien à la lecture? Les causes du délaissement, bon, pour moi, la première cause, ce serait peut-être les nouvelles technologies, les téléphones. Actuellement, nous avons pratiquement, je ne parle pas des élèves du primaire, même s'il y en a qui ont des téléphones Android, mais pratiquement tous les élèves du secondaire, les établissements secondaires ont des téléphones Android. Ils se connectent en longueur de journée, même en plein cours. Parfois, il y en a qui sont en train de jouer avec leur téléphone. Ces nouvelles technologies ont facilité l'accès aux documents. Nous sommes dans l'abondance. Nous sommes pauvres dans l'abondance. Justement. Nous sommes pauvres dans l'abondance. Dans ces téléphones-là, j'ai plus de 100 livres en format PDF. J'ai plus de 100 livres. C'est vrai, parfois, je lis certains, mais je n'ai pas même atteint la moitié. Mais combien de gens aussi ont des centaines de livres dans leur téléphone, mais qui n'ont jamais lu même un seul?
Très bien. Ils jouent avec leur téléphone, c'est le téléphone, on échange avec un ami sur WhatsApp, on échange avec un ami sur Facebook, on fait des publications sur Facebook, on part voir si ma publication a eu combien de j'aime. On passe toute la journée, sinon la majeure partie de son temps à faire ce genre de choses. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, il y a des documents dont il fallait vraiment marcher des kilomètres pour y avoir accès. Parfois, ils ne les trouvaient pas. Et les peu de documents qu'ils trouvaient sous leurs mains, ils les lisaient, ils les relisaient, ils les lisaient, ils les relisaient et ils les comprenaient. Mais actuellement, nous sommes dans l'abondance, on ne lit pas. Il y a ça, il y a aussi un autre facteur qui est là. Les gens n'accordent pas trop d'importance à la connaissance de nos jours. Les gens cela s'explique. Actuellement, nous avons priorisé les diplômes à la connaissance, sans se rendre compte que les diplômes, c'est les reflets de la connaissance. Les diplômes doivent refléter les niveaux que nous avons. Et si le diplôme n'est pas le reflet de la connaissance, ce n'est qu'un simple papier. Mais aujourd'hui, nous accordons plus de valeur à ces simples papiers-là qu'à la connaissance. D'où la banalisation des diplômes. Vous avez aujourd'hui des docteurs, quand tu échanges avec et tu te demandes comment est-ce que ce monsieur est parvenu à avoir son doctorat. Il y a des masters, des gens qui ont leur master, où quand on échange avec eux, on se demande comment est-ce que ce monsieur est parvenu à avoir son master. Comment est-ce que ce monsieur est parvenu à avoir sa licence avec son niveau de français, avec ses écritures. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, quelqu'un qui a le DF pouvait écrire correctement une lettre, lire une lettre et la traduire. Mais de nos jours, même les universitaires, les étudiants, écrivent une lettre, ils ne peuvent pas, pour la plupart. Parce qu'on a banalisé la connaissance, on a saboté la connaissance, on a priorisé les diplômes. Il faut que j'ai les diplômes, j'ai le doctorat, j'ai le master, j'ai la licence. On a des papiers, mais la connaissance n'est pas là. Mais pour quelqu'un qui accorde plus d'importance à la connaissance qu'au livre, la personne va accorder de l'importance à la lecture. Il faut lire. Il faut lire parce que c'est dans les livres que même les gens les professeurs qui nous enseignent à l'école, ils ont eu leur connaissance dans les livres. Soit ils l'ont eu dans les livres, soit les gens à travers lesquels ils l'ont eu, ces gens-là l'ont eu dans les livres. Donc la source, même si c'est encore l'être humain qui a mis ces connaissances-là dans les livres, en tout cas c'est à travers ces livres-là que nous pouvons connaître. Et si on ne lit pas, on ne peut pas connaître. Et pour quelqu'un qui n'accorde pas plus d'importance à la connaissance, qui priorise les diplômes sur la connaissance, la personne n'a pas le courage de le lire. Et on les remarque, il y a des gens, parfois quand on est au gré, ils ne peuvent rien dire, ils ne font qu'écouter. Parce que quelqu'un qui n'a rien appris, qu'est-ce qu'il a à dire aux gens? Qu'est-ce qu'il peut raconter? Rien. Moi, quand je m'assois au gré, je peux pas passer plus d'une heure à parler. Soit je raconte une histoire que j'ai lue dans les livres, soit je raconte une histoire que j'ai lue dans un article de presse. En tout cas, à travers mes lectures, je peux passer une heure de temps à parler, rien que moi seul. Mais quelqu'un qui n'a rien lu, lui, ne peut faire qu'écouter. Il s'assoit, il écoute. Le délaissement des uns et des autres à la lecture, ça c'est vraiment le peu d'importance, le manque d'intérêt qu'il porte à la connaissance, et vraiment cela doit nous interpeller tous. Cela doit nous interpeller tous. Nous le disons à longueur de journée, la jeunesse est l'avenir du pays. Et quel avenir pour notre Mali? Cette question, on doit se la poser. Quel avenir pour notre Mali? Un gros point d'interrogation. Pour une jeunesse qui ne lit pas, pour une jeunesse qui ne fait pas des recherches, pour une jeunesse qui n'est pas conscient de ce qui l'attend dans le futur. Tout le monde compte sur ses parents. Mon parent était un haut cadre. Ouais, j'ai un bras long, même s'il suffit juste, mon tonton m'a dit d'avoir juste tel diplôme, il va me trouver un travail. C'est comme ça. Alors que dans une société d'abondance, il faut la qualité. Quand on est dans l'abondance, on recherche la qualité. Raison pour laquelle quand vous partez sous un manguier, que vous voyez et que vous voyez partout des mangues dispersées tomber sous les manguiers,
tu essaies de pêcher. Il y a tellement de mangues, tu vas chercher les meilleurs mangues. Il en est de même pour les jeunes diplômés. Quand il y a autant de diplômés, les employeurs vont chercher la meilleure qualité. Et si on te recrute à travers ton réseau, si on te recrute parce que tu es le parent de telle ou telle personne, il suffit juste quelqu'un. Parce que l'employeur qui te recrute là, lui ne te recrute pas pour que tu l'amènes en fight. Hein. Absolument. Il te recrute pour que tu puisses faire progresser son entreprise. Si tu n'en es pas capable, au bout de quelques mois déjà, il te vire. Et le poste revient au plus méritant. C'est comme ça. Donc, il faut que la jeunesse prenne conscience de cela, qu'on est dans un monde d'abondance. Et quand on est dans l'abondance, la qualité est recherchée et nous devons travailler à être des meilleurs. Et cela passe par la lecture. Et j'appelle vraiment mes camarades jeunes et aussi mes frères et sœurs, élèves et étudiants, vraiment à accorder plus d'importance à la lecture. Alors d'accord. Alors, quel paradoxe, on le dit très souvent, on l'a lu quelque part, le peuple malien, quand tu veux lui cacher quelque chose, il faut le mettre dans le livre. Alors que Nelson Mandela a dit, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Alors, monsieur Mahamadou Issa Samake, selon vous, quelles peuvent être les conséquences du délaissement de la lecture? Les conséquences du délaissement de la lecture, ce serait une nation qui s'étiole. Pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Adama Fankelin Traoré. Oui. Le livre, je l'ai lu, il y a d'ailleurs quelques citations sur ça il dit l'esprit qui ne se cultive pas par la lecture reste en jachère, inculte et infertile. Maintenant, quand dans une nation, quand la jeunesse qui est l'avenir, la jeunesse sur laquelle tout l'espoir du peuple repose, si cette jeunesse-là ne lit pas, on ne peut assister qu'à une nation qui s'étiole. On ne peut assister qu'à une nation qui s'étiole. Donc vraiment, les conséquences de la non-lecture par les élèves et les étudiants se traduisent déjà par les baisses du niveau. Oui. La baisse du niveau des élèves. Et cela se traduit par leur incompétence. Imaginez quand on confie un poste à un incompétent, c'est que ça va produire des incompétents. Voilà, c'est que ça donne. Donc c'est ça, c'est un enchaînement. Donc ça, à travers la non-lecture, on assiste à des jeunes, à des diplômés qui ne connaissent rien, qui vont occuper des postes dans lesquels ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et c'est la nation qui va tout droit vers le gouffre. Et c'est ce que nous dit Adama Fankelin Traoré dans La Nation qui s'étiole. L'esprit qui ne se cultive pas par la lecture reste en jachère, inculte et infertile. Il ne faut pas que nous soyons des gens qui ont un esprit en jachère, un esprit inculte et un esprit infertile. Pour ne pas que cela nous arrive, il faut que nous lisons. Tiens, il faut que nous lisons. Alors, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Mahamadou Issa Samake, qui est auteur, disons, il n'est pas encore auteur, il est l'initiateur d'un groupe WhatsApp dénommé Calamblon, dans lequel il anime juste des citations et des expressions du jour à travers ce groupe Calamblon. Est-ce que vous êtes le seul à pouvoir publier des citations du jour, ou bien vous êtes en grande partie? Je suis le seul à publier des citations et expressions, mais il y a des publications intéressantes qui se font tout le temps sur les groupes par des enseignants, par des promoteurs d'école et aussi par les étudiants. Il y a des informations qui sont publiées, notamment tout récemment lorsque nous avons assisté à la sortie des résultats du baccalauréat, tout comme le DEV. Aussitôt que ça sort, on les voit sur le groupe, les gens les mettent sur le groupe. Il y a aussi des histoires, des histoires instructives que les autres publient sur le groupe et également. Donc, il y a des publications intéressantes sur le groupe, mais quand s'agissant des citations et expressions, je suis le seul à les publier.
D'accord. Alors, est-ce qu'en publiant, en publiant des citations, des expressions sur le groupe WhatsApp, est-ce que vous n'avez pas, ou est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés au niveau du groupe avec certaines personnes, parce que tout le monde, on le sait, hein, les réseaux sociaux sont remplis de mauvaises intentions. Les gens veulent à tout coup bousiller tout ce qu'on a déjà préparé. Est-ce que à ce niveau-là, vous n'avez pas encore rencontré des difficultés? Heureusement, non. Heureusement, non. La seule difficulté, ça, c'est parfois le manque de temps, parce que ces situations sont quotidiennes. Parfois, il y a des jours que je sèche, compte tenu de mon emploi de temps. Il y a des jours où il n'y a pas de citation du jour. Les gens m'appellent pour demander il y a pas eu de citation du jour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que j'avais un emploi de temps chargé, je n'ai pas pu le faire. Et également, il y a aussi des petites erreurs, des erreurs de frappe. Quand j'en commets, il y a des gens qui me contactent pour me le faire savoir. Tout récemment, lors de la dernière publication, en voulant mettre chasseur, j'ai mis chausseur. Il y a quelqu'un qui me l'a signalé sur le groupe. Donc, en tout cas, il y a des gens qui s'intéressent tellement à la chose. À chaque fois qu'il y a un petit manquement, ils me le signalent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... plus loin encore, il y a des gens qui demandent à ce que j'interprète les citations. Oui. Quand je publie une citation, il y a des gens qui me demandent est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Au début, j'avais commencé à les interpréter, mais finalement, j'ai arrêté parce que parfois, l'interprétation peut coûter des lignes, beaucoup de lignes. Il y a ça aussi également, il y a certaines citations dont l'interprétation peut différer, varier selon l'avis des uns et des autres. Moi, je peux interpréter une citation à ma façon. Il se peut aussi que quelqu'un d'autre a une toute autre interprétation de la même citation. Donc, la raison pour laquelle je ne me suis pas donné à cela, mais quand même, il y a des gens qui le demandent. Et quand j'ai une idée sur la citation, j'essaie de l'interpréter à ma façon. Mais s'agissant de les écrire et de les interpréter en écrit, je ne le fais pas. Bien. Alors, donc, la citation. Les citoyens doivent toujours sentir le pouvoir pour le respecter, mais jamais le voir pour le subir. De Ismaïla Diarra, extrait de Qui veut développer l'Afrique noire. Oui. Pourquoi cette citation? La citation, c'est une leçon, c'est un conseil à donner à nos hommes de pouvoir. Il faut surtout sensibiliser la population afin qu'ils prennent connaissance de l'importance du respect des lois, du respect de l'autorité, et non parce que quand on sensibilise quelqu'un sur l'importance du respect des lois et de l'autorité, la personne n'a pas besoin que tu sois là pour les respecter. Par exemple, au feu tricolore, on ne doit pas avoir quelqu'un qui connaît l'importance des feux tricolores, qui sait les dangers qu'une personne peut encourir à griller un feu. La personne n'a pas besoin de voir un policier arrêté au feu pour s'arrêter. Justement. Donc, l'individu, nous devons sentir le pouvoir pour les respecter, mais jamais les voir pour les subir. Il ne faut pas quand on voit une autorité, qu'on subisse les méfaits de cette autorité, mais il faut que nous ayons cette autorité, que nous portons cette autorité dans notre cœur et que nous la respectons. Et non pas par degré, mais non pas par la force. C'est ce que ça signifie un peu. Bien. Très loin, très loin. Est-ce que ce travail qui est devant nous aujourd'hui, est-ce que vous comptez le publier dans les jours à venir? Dans les jours à venir, je m'en tiendrai à ça seulement, à la production par format PDF, mais pas l'éditer en tant que livre. Ce n'est pas dans mes projets pour le moment. J'ai un projet de rédaction de livres sur l'enseignement, mais pas éditer ces citations en livre. S'agissant toujours, vous m'excusez, mais s'agissant toujours de ces citations, il y a une partie qui est très importante qui dit, c'est le même Ismaïla Diarra qui le dit, il dit, citation numéro 15, je crois. Citation numéro 15. Voilà, il dit, l'être humain peut endurer la faim et la soif, il ne peut souffrir d'injustice, celle-ci cumulée
à la misère n'enfante que la révolte. Nous avons assisté à l'illustration parfaite tout récemment avec le régime d'Ibeka. Quand les gens sont victimes d'injustice, on peut souffrir de soif, on peut souffrir de famine, on peut supporter ça. Mais quand les gens subissent beaucoup d'injustice, et en plus de la misère aussi, cela ne peut qu'enfanter à la révolte. Nous avons vu avec les régimes, quand les M5 est sorti pour demander le départ d'Ibeka, tous ceux qui participaient à ces marches, ce ne sont pas des hommes politiques. Justement. Tous ceux qui participaient à ces marches, ce ne sont pas des membres de la CMAS. Il y a des gens, depuis l'époque du projet Amican, dont leur entreprise, leur projet a été rasé. On n'a pas pu les rendre de justice. Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Est-ce qu'ils ont été remboursés? Non. Combien sont-ils ces mécontents qui sont rancuniers contre le régime? Combien de gens ont été victimes d'injustice sous le régime d'Ibeka? Pas seulement sous le régime d'Ibeka. Combien de gens ont été victimes d'injustice? Ces injustices cumulées attendent seulement une occasion pour dégénérer à la révolte. C'est ce qu'on a assisté avec les M5 RF. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour demander le départ d'Ibeka. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des hommes en réalité qui ne sont ni pour la CEMAS, qui ne sont ni pour les FSD, qui ne sont ni pour aucun groupement, mais qui souffrent en réalité et qui veulent du changement. Donc cette citation, c'est un conseil. Il faut surtout dans un pays, si nous voulons que les choses marchent, il faut surtout qu'il y ait de la justice. Il faut surtout mettre l'accent sur la justice. Donc c'est ces conseils-là qu'Ismaïla Diarra nous donne dans toujours son livre « Qui veut développer l'Afrique noire », qui est vraiment un livre très intéressant qui critique la gestion du pouvoir par les dirigeants africains et qui propose aussi des solutions pour une Afrique émergente. Alors donc, sans expression et citation du jour de M. Mahamadou Issa Samaké, enseignant privé. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. M. Issa Samaké, on continue toujours. Aujourd'hui, le Mali, notre pays, notre chère patrie, se trouve dans un gouffre vraiment inimaginable. Le bain de sang partout, les offenses sont partout, vraiment, on ne sait plus à qui faire confiance, les hommes politiques, la société, vraiment, tout est bafoué en fait. Aujourd'hui, si vous, en tant que citoyen, en tant que patriote malien, quelles sont les solutions que vous pouvez prodiguer pour qu'il y ait un peu, pour calmer, la souffrance des populations, des paisibles populations? Ça, c'est pour faire référence aux nombreuses crises que le Mali traverse. Le Mali a traversé et le Mali traverse. Je parlerai d'abord de la crise scolaire parce que l'éducation, vraiment, ça me tient à cœur. Pratiquement tout ce que j'ai fait en longueur de journée, ça va dans le sens de l'éducation, ça va dans le sens de la promotion de l'excellence. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a créé une association, AJMP, Association des jeunes en mouvement pour le progrès, dont je suis le président. L'objectif principal de cette association, ça, c'est la promotion de l'excellence dans les écoles. Et on le fait à travers des cours de soutien à l'approche des examens. On le fait à travers des formations et aussi à travers des concours. Maintenant, quand nous prenons la situation de l'éducation malienne de nos jours, nous voyons que la qualité est remise en cause. La qualité est remise en cause tant dans les écoles publiques que dans les privées. Parce qu'il y a une prolifération des écoles privées. Les écoles privées se créent en longueur de journée, n'importe comment, et aussi les parents partent confier leurs enfants à ces écoles. C'est vrai, les publics sont pleines, les écoles publiques sont pleines, il n'y a pas de place, la qualité n'y est pas, les enseignants ne sont pas réguliers, il y a tous ces problèmes-là, mais aussi, si nous prenons les privés, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a des privés. D'abord, les enseignants ne sont pas dans de bonnes conditions. Vous avez aussi assisté à la grève des enseignants qui demandaient l'application de l'article 39. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils souhaitent par l'application de l'article 39 simplement une meilleure condition de vie et de travail. Les enseignants publics cherchent une meilleure condition de vie et de travail parce qu'ils pensent que, et cela aussi est vrai,
que cela aura un effet sur la qualité de leur travail. Maintenant, qu'en est-il pour les écoles privées? Si nous essayons de voir les écoles privées, il y a des enseignants qui sont des anciens permanents qui sont, pour certains, payés à 35 000 francs par mois. Ils partent du lundi au vendredi, matin et soir, mais ils sont payés qu'à 35 000 francs par mois. Imaginez. Un enseignant qui est payé à... Quelle motivation a cet enseignant à enseigner? C'est cette question qu'il faut se poser. Généralement, il essaie de gérer le temps. Il essaie de gérer le temps parce que lui, il est là, il n'est pas payé, il n'est pas dans une bonne condition de travail. Et il ne se donne pas. Et pour la plupart aussi, parce qu'on sait que les sortants des IFM n'accepteront pas un tel salaire, c'est généralement pour des étudiants diplômés qui viennent de finir leur cursus. Non, pour certains qui sont encore des étudiants, qui sont à la recherche du travail, qui sont à la recherche de quoi passer leur quotidien, qui se jettent dans l'enseignement. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de pédagogie. C'est eux qui sont les enseignants dans les écoles privées. Maintenant, il faut solutionner cela. Et pour le solutionner, il faut surtout qu'il y ait des mesures. Autant les enseignants de la fonction publique viennent d'avoir leur statut particulier, autant il faut surtout prendre des mesures à l'endroit des enseignants des écoles privées et surtout exiger à ces écoles privées un minimum de salaire. Il faut fixer un salaire minimum à toutes les écoles privées. Par exemple, l'État peut demander à ce qu'il n'y ait pas un enseignant dans une école privée dont le salaire est au-dessous de 60 000 francs. L'école privée qui sait qu'il ne peut pas payer ses enseignants à cela, elle ferme. Mais les écoles privées sont là, les enseignants ne sont pas payés, ils ne sont pas dans de bonnes conditions et par conséquent, ils ne se donnent pas. Et les enfants sont là, ils n'apprennent rien, on les fait passer à la classe supérieure, on les fait passer à la classe jusqu'à ce qu'ils viennent se bloquer au DFM. Et quand même, puisqu'en ces derniers temps aussi, les examens sont pour la plupart mal organisés. Heureusement, pour les bacs, ça a été cette année quand même une exception. Il n'y a pas eu de fuite de sujet, tout a été bien organisé. Mais pour le DF, nous avons assisté à des fuites de sujets. Ceux qui doivent être bloqués au niveau du DF pour qu'ils apprennent un peu aussi, quand ils viennent, ils passent. Parce que les sujets font fuite à l'avance. Soit aussi en classe, les anciens corrigent au tableau. Donc ça, c'est des problèmes qui s'ils ne sont pas résolus, toujours vont nous pousser dans le gouffre. Il faut aussi, parlant de l'enseignement supérieur, il y a aussi les mêmes problèmes qui sont là. Il y a des étudiants, quand la capacité d'accueil de l'État est limitée, il n'y a pas suffisamment de professeurs aussi. Nous sommes en manque de professeurs d'enseignement supérieur, en manque aussi de places. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire et il faut recruter. Mais c'est facile à dire, ce sont des solutions que tout le monde connaît. C'est des solutions que tout le monde connaît, mais l'application. Le problème du Mali, ce n'est pas qu'on est en manque de solutions, mais c'est l'application des solutions qui font défaut. Même tout à l'heure, avec la crise d'aujourd'hui, il y a des solutions en pagaille. Mais si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. L'enseignement supérieur, l'État doit prendre des mesures par rapport à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas l'inadéquation de la formation au marché de l'emploi. Il faut qu'il y ait de la qualité. Tout aujourd'hui, quand tout juriste qu'on sort, parce que c'est la filière de formation qui est la plus critiquée aujourd'hui. À quoi sert la FJP? Nous avons tellement de juristes, il faut fermer cette faculté. Non, il ne faut pas la fermer. Moi aujourd'hui, si je suis un vrai juriste, que je suis fort dans mon domaine, je peux être tenté à travers quelques mois de formation en entrepreneuriat, je peux être tenté de créer mon entreprise. Qui dira qu'une entreprise n'a pas besoin de juristes? Personne. Moi, qui suis économiste, si je parle après mes études d'économie, même si je ne parviens pas à avoir un emploi, je peux en créer. Il suffit que j'ai des idées, j'ai des projets pour que je crée mon entreprise. Et une fois que je parviens à créer mon entreprise, qui dira qu'une entreprise n'a pas besoin d'économistes? Personne. Donc ça, c'est
dire que les filières de formation ne sont pas adéquates au marché de l'emploi, ça ce n'est pas vrai. Quand tu aimes quelque chose, il faut le faire. Quand tu aimes quelque chose, il faut dire qu'il y a trop de juristes, je ne veux pas faire le droit. Si tu aimes faire le droit et que tu sais que tu peux être un bon juriste, il faut faire le droit, tu ne vas jamais le regretter. Justement. Donc l'État doit mettre l'accent sur la qualité de la formation au sein de l'enseignement supérieur. Maintenant, parlant de la crise socio-politique actuelle, c'est vrai, il y a beaucoup de débats autour de la transition. Mais bien avant qu'on arrive à la transition, il y a des gens qui se sont étonnés de l'éclatement en quelque sorte du M5 RFP, sinon des tiraillements, des attaques, des contradictions. Ça, il y a des choses qui surprennent les gens, mais qui ne me surprennent guère. Moi, je m'attendais à cela. Quand on prend la composition du M5, c'est qui? Ce sont des hommes politiques. Nous avons les FSD, nous avons EMK, nous avons la SEMA. La SEMA, c'est un mouvement politique, ils l'ont dit. Donc, le M5 RFP est composé en grande partie, pour ne pas même dire en totalité, par des hommes politiques. Maintenant, quel est l'objectif des partis politiques? Ça, c'est la conquête du pouvoir. Tout parti politique se crée pour conquérir le pouvoir. Et quand il y a une opportunité d'avoir le pouvoir, il y a combien de partis politiques? Quand il y a une opportunité d'avoir le pouvoir, les gens vont se tirailler. Ils vont s'attaquer, ils vont se critiquer. Ça, c'est normal. C'est pourquoi je n'ai pas été du tout étonné que les M5 se trouvent dans cette situation. Parce que je sais que c'est les hommes politiques, ils veulent avoir le pouvoir. Et quand l'occasion se présente, ils sont capables de tout. Quand l'occasion se présente, ils sont capables de tout. Donc ça, ça ne m'a pas étonné. Je m'attendais à cela. Maintenant, après le départ d'IVK, il y a eu d'abord les militaires qui ont passé quelques mois au pouvoir avant la nomination du président de la transition. Oui. Quand ils sont venus, Assimi Goïta l'a dit clairement, nous ne sommes pas venus pour le pouvoir, pour nous éterniser. Aussitôt que les choses rentreront dans l'ordre, nous allons y retourner au casernes. Justement. Mais quand on essaie, sauf que l'expérience nous montre que quand on goûte seulement au pouvoir, on en prend tellement un goût qu'on ne veut plus le quitter. Ça a été, il y a Dadis, ça a été le cas de Dadis en Guinée. Ça a été le cas de Robert Gueye qui a dit que quant à moi, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Il a fallu que le peuple se révolte pour qu'il quitte le pouvoir. Justement. Donc, Moussa Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, ça a fini en dictature pendant 23 ans. Donc, quand les militaires viennent au pouvoir, ils prennent tellement goût que parfois, ils dérogent à leurs propos initial. Quand Bandao a été nommé président de la transition, comment est-ce qu'il a été nommé? Je crois lors du dialogue national inclusif, il a été dit qu'il y a un conseil qui sera créé qui va nommer le président de la transition. Mais comment ça s'est passé? Dico l'a dit, on les a convoqués quand ils sont venus. C'est eux qui étaient censés choisir le président de la transition. Mais quand ils sont venus, on a lu les noms du président. Les militaires sont venus leur dire que le président de la transition c'est Bandao, le vice-président c'est Assimi Goïta. Eux qui sont censés choisir le président de la transition, on leur a fait savoir que le président de la transition c'est telle ou telle personne. Et après on a dit que c'est le conseil qui a nommé le président de la transition. Ça c'est une trahison. Et dès lors, ils perdent leur crédibilité aux yeux des uns et des autres. Parce que ça, c'est de la manipulation. Maintenant, après, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont manipulé les M5 RFP parce qu'on leur a promis la primature. Et quand ils ont amené leurs nombreux dossiers, on a nommé, à leur grande surprise, on a nommé Mokhtar Wane. Après, il y a eu, ils ont crié leur colère, réclamant les 1/3 du CNT. Maintenant, on les a donné, je crois, 8 postes au M5 RFP. Les militaires se sont attribués 22. Les modes de nomination aussi, quand on te donne un quota, il faut déposer les doubles du quota. Les dossiers déposés doivent être les doubles du quota. Et c'est Assimi Goïta lui-même qui va sélectionner les personnes. Quand vous me demandez de choisir, de donner 4 personnes, pourquoi demander de donner 8 personnes pour que parmi ces 8 personnes tu choisis?
Ça, ce n'est pas normal. Quand on doit me donner la liberté de choisir 8 personnes, 4 personnes, je donne mes 4 personnes et vous les prenez. Mais si il faut que je propose 8 pour que vous en preniez 4, ce n'est pas alors moi qui choisis. C'est vous qui choisissez. Le mode de désignation des conseillers n'est pas bon. Ça, c'est de 1. De 2, les 22 postes des militaires, pourquoi 22? Le CNT, ça c'est l'organe législatif, on l'a dit. Oui. C'est cet organe-là qui est censé réviser la Constitution. C'est cet organe qui doit réviser la Constitution. Mais quelle qualité les militaires ont à s'arroger 22 postes? Pour un organe qui doit réviser la Constitution, il faut quand même déjà expérimenter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens émettent des doutes sur la réussite de cette transition, parce qu'ils ont mis sur leur dos les hommes politiques. Parce qu'on peut diriger sans les hommes politiques, mais les hommes politiques ne laisseront jamais qu'on dirige sans eux. Ça, c'est clair. Et la raison pour laquelle, il y a Cheikh Mor Konara qui disait à la radio Clédou que un homme politique qui n'a pas de pouvoir est pire qu'une kamikaze. Un homme politique qui n'a pas de pouvoir. Sinon, un homme politique qu'on prive de pouvoir est pire qu'une kamikaze. Et c'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui. Tous les partis politiques ont rejeté le mode de désignation du CNT. Maintenant, l'INTM est parti en grève. On fait 72 heures de grève. Il y a une préavis qui est également déposée. Nos dirigeants ont vraiment ces défauts-là de ne pas savoir anticiper. Parce qu'on sait qu'après l'acceptation de l'application de l'article 39, on savait déjà que l'INTM allait se lever. Pourquoi les autorités n'ont pas anticipé? Pourquoi attendre tout le temps qu'on dépose des préavis de grève pour entrer en contact avec les uns et les autres? Diriger, c'est prévoir. Il faut anticiper. Ils auraient dû prendre contact directement avec l'INTM, discuter avec et les faire savoir que nous sommes dans un régime de transition. Il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre pour le moment. Maintenant, quel serait le compromis? Il y a le CNT qui est là. Donner des postes à l'INTM pour qu'ils se taisent et pour qu'ils ne partent pas en grève. Ça, c'est mieux quand même que de les laisser partir en grève. Vous avez vu la conséquence? Bien. Alors, si on veut tout citer, on ne va pas terminer l'émission. Le technicien fait déjà signe que le temps qui nous est imparti dans cette émission est presque atteint. Alors, monsieur Mahamadou Issa Samaké, si vous avez quelqu'un à saluer aujourd'hui, qui vous saluerez? Je commencerai tout d'abord, c'est naturel à saluer mes parents. Ça, c'est la première des choses. Également à saluer mon ami qui m'a accompagné, Yacouba Baté. Aussi l'ensemble des membres du groupe WhatsApp Kalamblon, oui. L'ensemble également des membres de l'Institut français qui m'ont beaucoup encouragé, qui ont d'ailleurs fait une publication sur ces situations qui m'a vraiment beaucoup encouragé. Également toutes les personnes et ressources, parce qu'il y a des gens aussi parfois qui m'envoient des citations, des expressions du jour, des journalistes qui m'envoient des citations, des expressions. Il y a de nombreux amis également qui partagent ces citations sur leur statut. J'ai fait référence à Michel Dambélé qui est à Caille. J'ai fait référence à Kani Traoré et à beaucoup d'autres amis qui, en longueur de journée, quand ces citations sont publiées sur le groupe, ils les mettent sur leur statut, contribuant à les partager avec les amis. S'il y a un mot de fin que je dois dire, si au cas où voilà, oui, nous serons arrivés au terme de l'émission, je dirais, je lance toujours un appel à mes camarades jeunes et aussi à mes jeunes frères et sœurs, vraiment à accorder de l'importance à la lecture et par conséquent à la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'abondance, nous sommes dans un monde où nul ne doit s'autoriser la médiocrité. Il faut aller vers l'excellence et pour cela il faut lire, il faut avoir le courage de faire des recherches. C'est vrai, il y a des universités privées qui sont chères, qui sont de la qualité, mais il faut savoir que notre meilleure université c'est nous-mêmes d'abord.
l'étudiant est sa meilleure université. Parce que quelle que soit l'université à laquelle tu partiras étudier, si toi-même tu ne t'appliques pas, si toi-même tu ne te donnes pas la peine de fournir des efforts, jamais tu ne pourras réussir. Même si ton professeur c'est des grandes personnes, même si ton professeur c'est Barack Obama, c'est n'importe quelle personne, si toi-même tu ne t'appliques pas, ça ne peut pas aller. On a beau être un bon coiffeur, si les clients ne se tiennent pas correctement, on ne peut pas bien le coiffer. Il faut que le client se tienne correctement. Et raison pour laquelle l'enseignement, l'éducation, c'est un service, c'est une prestation de service. Et maintenant, pour la qualité de la prestation, les clients contribuent à cela. Donc, les élèves et les étudiants contribuent à la qualité de la prestation de l'enseignant. Si elles ne sont pas intéressés, tu as beau être un meilleur enseignant, tu n'auras jamais de meilleurs élèves. D'accord. Donc, la première université d'un étudiant, c'est lui-même. Les étudiants et les élèves aussi doivent en prendre conscience et vraiment se donner, faire des recherches, faire des lectures. Bien, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir cette invitation également. Merci. Nous étions aujourd'hui mardi 24 novembre 2020. Nous étions vraiment très contents d'être en compagnie de M. Mahamadou Issa Samakei, enseignant privé et initiateur du groupe WhatsApp Calamblo, pour nous parler de son, disons, d'un ouvrage qu'il collectionne, du nom de 100 expressions et citations du jour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à la technique, monsieur le directeur HKB. Un grand merci également à la caméra, monsieur, disons, notre collègue Ladi Diabaté. Mesdames et messieurs, si ce prend fin notre émission et on se dit la semaine prochaine. Que Dieu bénisse le Mali. Merci.